Gérald et Jacques Chaban avec Jacques Angelin, Gérard Roquin au piano, François Vabour, réalisation Jean-Paul Sassy. La grande saison va reprendre, la vie recommence, tout le monde rentre de vacances puisque j'en ai la preuve ici avec la présence de M. Pierre-Étienne Faber qui est le président du concours Lépine et de M. Jacques Dalbade et de M. Lucien Charbonneau qui sont ses collaborateurs, ses adjoints. Le concours Lépine va s'ouvrir le 5 septembre. Mais je crains que Lépine se retourne dans sa tombe, lui, préfet de police, en pensant que le concours Lépine n'a pas lieu à Paris. Effectivement, le concours Lépine n'a pas lieu à Paris, mais il a lieu avec l'évolution normale du temps et du progrès. Il a lieu à Strasbourg, capitale européenne pour le moment. Et peut-être pour toujours, que le saurons-nous. Peut-être, nous ne le savons pas, mais enfin pour le moment le Conseil de l'Europe est bien à Strasbourg. Et ce déplacement, cette décentralisation nous permet de donner plus d'ampleur au concours Lépine de cette année. Alors, c'est un concours Lépine européen? Oui, un concours Lépine européen. Les 5 puissances? La petite Europe? La petite Europe, oui. Oui. Nous n'avons pas, évidemment, les Français sont en majorité, en grande majorité, mais enfin nous avons également des représentations étrangères. D'ailleurs, M. Dalban, qui est lui le vice-président du jury, pourra donner quelques éclaircissements sur les inventions et la qualité des inventions qui seront présentées. Comme nous n'avons pas aujourd'hui, vu qu'elles sont à Strasbourg, des inventions à montrer, nous ne pouvons pas en parler beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment très original? Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire dans ce 50e concours Lépine, c'est la qualité de la technique des inventions. Nous avons tous été frappés, nous autres membres du jury, par cette technicité. Il y a évidemment des petits jouets, il y a des inventions ménagères, mais il y a des quantités d'accessoires qui peuvent intéresser l'industrie française. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a une évolution dans le concours Lépine. Ce n'est plus du bricolage. Absolument plus. Oui. Non, depuis longtemps déjà, nous tendons à ce que ce soit plus du bricolage. Je vais vous demander, messieurs, de quand à quand a lieu le concours Lépine 1950? Eh bien, M. Charbonneau, qui est le commissaire général, va vous donner ses indications. Le concours Lépine aura lieu à Strasbourg du 5 au 20 septembre. À quel endroit? À la foire exposition européenne de Strasbourg. C'est ça. Il y a combien d'exposants? Il y a 400 inventions. Et de tous les pays, enfin de tous les pays d'Europe? 90% français et 10% environ du Benelux. Le Benelux, c'est pas d'italien? Si, Pas nous avons d'allemand? deux Italiens. Quelques-uns, mais qui seront dans une section spéciale, c'était une section étrangère. C'est ça. Eh bien, merci messieurs de votre visite. Et nous vous la rendrons, j'espère. On va essayer d'aller à Strasbourg. Nous souhaitons. Au mois de juillet, nous avions reçu pour la reprise de cette fameuse famille irlandaise Geneviève Weillac et les comédiens de cette troupe qui joue au théâtre Grammont. Et alors, vous savez qu'il y a 3 excellents chanteurs d'origine espagnole, car dans une pièce qui représente Alger, il ne peut pas y avoir autre chose qu'aussi des Espagnols et les chanteurs. Et nous leur avons demandé de venir maintenant, pour ceux qui vont rentrer de vacances, savoir que cette pièce se joue toujours au théâtre Grammont. Et nous avons demandé aux 3 chanteurs, c'est Los Alcarson. Exactement. Vous habitez Alger tous les 3? Oui. On peut prendre l'accent, hein? Ah oui. Ça nous arrange. Et je sais que vous êtes depuis le début de la pièce, hein? Oui. Vous avez toujours joué. Vous êtes depuis parti partout en voyage, Partout, oui. Londres, tout. Oui. Et vous avez fait les disques, car cette pièce a eu beaucoup de succès, les disques aussi. Oui, Exactement. Et les chansons qui ne sont pas dans la pièce, Qui ne sont pas dans la pièce. Du micro-sillon. Des micro-sillons. Des micro-sillons, oui, des micro-sillons. Eh ben, alors vous nous chantez quelque chose, hein? Ben, vous chantez un petit passo d'oeuvre que nous avons créé dans la pièce, ouais. D'accord. Il s'intitule Si vas a Calatayud. Hala! Abanico! Por ser amiga de diversiones, porque fue alegre su juventud. En copla se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorre España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre y aquella maña lo tengo que defender. La Dolores de la copla. Me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a calar, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que una copla la mató de vergüenza y sin sabores.
ves que te lo pido yo, el hijo de la Dolores a la Piri, señor. Dice el hermoso de la Ribera que por mi calle la ven rondar. Tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Él me quería con amor bueno, mas su cariño el mismo amor, y no supo limpiar el cielo que la maldad me arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a calar, talló. Si vas a calar, talló. Pregunta por la Dolores, que en ofrenda de su amor, en su tumba ponle flores. Ves que te lo pido yo, el hijo de la Dolores. Merci à la famille irlandaise, amitié à Geneviève Beilac, s'il vous plaît, et bonne santé et longue vie à cette sympathique famille algéroise qui fait la joie des théâtres parisiens à plusieurs reprises depuis 3 ans. Nous allons maintenant partir en voyage, et en voyage dangereux avec Jean Bruce, non pas qu'il habite des Spoutniks, mais parce que ces romans d'aventure se passent généralement dans des pays lointains et qu'on y pratique, on utilise la mitraillette facilement. Assez facilement, oui. Combien, Jean Bruce, un peu de statistiques. Vous en êtes à votre, combien, 50 romans? Oh, plus que ça aussi. C'est 2 ça jours, j'ai fini mon 76e. 76e, oui. Eh bien, rendez-vous à la 100e. Vous en faites combien par an? 6 par an, en moyenne. 6 par an, ah, pas plus, tous les 2 mois. Non, je me repose maintenant. Mais vous ne mettez pas 2 mois à l'écrire, je suis sûr. Le rythme pour vous. Entre 15 et 20 jours. Oui. Après quoi, le reste du temps, vous promenez, vous prenez des notes. C'est ça, oui. Alors, maintenant, quand vous partez faire un grand voyage, puisque vous faites des romans qui se passent à Singapour, à Bangkok, etc., vous y allez de temps en temps. Oui, oui. Alors vous prenez de l'avance à ce moment-là. Je prends de l'avance. Vous n'écrivez pas vos romans en cours de route. Non, non, je prends des notes, des photos, des films. C'est ça. Et j'emmagasine cette documentation. Vous venez de faire une série d'Extrême-Orient. Oui, parce que j'ai fait toute l'Asie récemment. Et par exemple, Double Bang à Bangkok, c'est l'histoire d'une révolution là-bas. Et l'idée m'a été donnée par les événements qui se déroulaient quand je suis arrivé, puisque Bangkok était vraiment en révolution quand je suis arrivé. Il y avait des tanks dans tous les coins. D'ailleurs, ils ne font la révolution que la nuit parce qu'il fait trop chaud le jour. Ah oui. Alors, à partir de 9h du matin, tout le monde rentre chez soi et on redescend dans la rue à 10h pour se mitrailler. Du soir. Oui. C'est une bonne façon. Alors, Double Bang à Bangkok est donc pris sur le vif presque. Presque, oui. Et 5 gars pour Singapour. Ça, c'est une histoire de fiction, mais qui se passe dans un décor vrai. Et qui est tout de même extrêmement d'actualité, puis ça touche Formose, enfin tous les événements ce pays brûlant. qui risquent de mettre l'Asie en feu. Vous voyez, 5 gars pour Singapour, je vais vous montrer quand même, parce que ça vaut la peine. Hein? Allons-y. On a un plan sur ce ravissant couverture, 5 gars pour Singapour. La dame est très attrayante, parce que dans les romans de Bruce, il n'y a pas que des mitraillettes. Elles ont une tendance à tourner le dos, d'ailleurs. Elles ont une tendance, oui. Et dans celle-ci aussi, voyez-vous. Même position, mais autre dame. Celle-là, c'est celle de Bangkok, voyez-vous, elle est charmante aussi. Alors pour vos vacances, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, pour le retour pour ceux qui vont rentrer, et pour le départ pour ceux des tardifs qui partent en vacances, voici donc les 2 Jean Bruce qui viennent de paraître, c'est les 2 derniers. Ce sont les 2 derniers, oui. Le prochain est pour le mois d'octobre, septembre. Je crois, oui. Octobre, oui. Vous connaissez Tassi? Tassi, c'est un personnage, voilà un personnage pour vous. J'en ai entendu parler. Oui. Tassi, dans la vie, il s'appelle Tassini, Guy Tassini, il a écrit des bouquins très connus, notamment Le paquebot des jours perdus, un que je ne nommerai pas, le titre me paraît un peu choquant. Trop grossier. Le jour de la colère, c'est un polémiste. En même temps un spiritualiste, vous avez... Oui, je m'intéresse aussi aux sciences occultes, enfin à tout ce qui sort de l'ordinaire. Vous avez annoncé, je crois, l'Apocalypse. Oui, la fin du monde. Je n'ai pas été le premier à l'annoncer, il y a des vieux bouquins qui en ont parlé bien avant moi. Oui, naturellement, Saint-Jean, oui, avec des bien plus forts tirages.
Mais Tassi, sous la forme humoristique et joyeuse, a aussi un personnage, car au fond, c'est un personnage qui se regarde vivre, Tassi, s'amuse beaucoup de lui-même. Si. Hein? Non, c'est-à-dire vous que vous non, amusez pas non. vous-même quelquefois? Ah si, je m'amuse beaucoup, je m'amuse Et des même. autres. Et des autres, et puis de moi aussi. Oui. Et puis de moi aussi, Alors bien il s'agit sûr. aujourd'hui d'un livre gai qui s'appelle Les Mémoires d'un Kidam. C'est vous le Kidam? C'est moi le Kidam, oui, parce qu'il y a deux faits qui ont procédé à l'élaboration de cet ouvrage. Le premier fait est purement mécanique. Je venais d'écrire un livre très ardu qui m'avait beaucoup passionné, et puis emporté par mon élan, par la loi des compensations, j'ai résolu de m'amuser, moi. Et puis une fois que c'était écrit, ma foi, j'ai pensé... Après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? D'autant plus que la période des vacances approchait. Qu'on a besoin de... Et puis il y a autre chose aussi. Ce sont toujours des gens célèbres qui écrivent leurs mémoires, ça se conçoit. Et puis j'ai pensé que peut-être un anonyme, un vulgum pecus, un Kidam quelconque pouvait aussi les écrire. Ouais, vous pouvez avoir aussi du passé, des histoires à raconter. Oui, mais ce ne sont que des histoires drôles. C'est ça. Parce que dans la vie, nous avons tous rencontré évidemment des faits, des gens qui nous ont plus ou moins amusés, enfin des choses prises sur le vif, vécues. D'ailleurs, la principale victime de ces aventures, c'est moi comme il convient. Il compte se moquer des autres, mais il faut se moquer de soi-même aussi. On en a l'occasion bien souvent. Et bien voilà. Voilà, Mémoire d'un Kidam. Alors, Les Mémoires d'un Kidam de Tassi, c'est un livre fort amusant. Il y a un concours. Et alors, oui, au fait. Oui, au fait, 1 million de prix. excusez-moi, il y a 1 million de prix. Ah oui. Il y a 1 million de prix, alors ça c'est une bonne idée, ça, voilà une idée, ça. 1 million de prix, si on lit Les Mémoires d'un Kidam, on ne gagne pas forcément 1 million. Non. Mais enfin, il y a un règlement qui est dans le volume, et alors c'est un concours qui est offert, ouvert entre les lecteurs de ce livre, et enfin c'est une formule qui est assez ingénieuse. Merci messieurs de votre visite. Merci. D'aucuns prétendent non pas que la poésie se meurt, mais que ses défenseurs deviennent de plus en plus rares. Je crois que Gérard Marceau, à mes côtés, est la preuve vivante du contraire. Eh bien, j'avoue que je dis quelques poèmes sur la place du Tertre, chez Plumeau actuellement, et je joue également une revue à la Comédie de Paris d'ailleurs. Mais pour la place du Tertre, je garde toujours vraiment au fond de mon cœur un souvenir merveilleux. J'adore la butte. Quel genre de poème vous interprétez à la place du Tertre? Parce que malgré tout, ça n'est pas, on ne peut pas tout dire. Oh, je peux dire des poèmes de Rictus, des poèmes personnels, des poèmes de Camille François, enfin également des chansons tout de même. Et qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Eh bien, un petit poème, place du Tertre, tout simplement. C'est à vous. Eh bien, on a dit de Paris que c'était Notre-Dame, Pigalle, l'Opéra, ou bien la Tour Eiffel. Mais si vous voulez savoir où se cache son âme, venez voir tout là-haut son balcon sous le ciel. C'est la place du Tertre au sommet de Paname, tout près du vieux Saint-Pierre, un peu de paradis. Lorsqu'arrive l'été, cachée sous ses platanes, elle accueille en riant les amants de Paris. Elle est pleine de bruit lorsque le jour s'achève, et sous ses lampes douces, reflets de couleurs, on peut y rencontrer des chansons et du rêve, ce que le monde entier ne trouve pas ailleurs. C'est un coin de Montmartre au carrefour du monde, peuplé de 1000 fous, troublé par 1000 bruits, en riant aux éclats des couples vagabondes sur la place du Tertre au sommet de Paris. Mais lorsque le soleil a repris son voyage, elle oublie peu à peu ses bruyants visiteurs. Reprenant doucement son calme et doux visage, elle est tout étonnée de retrouver son cœur. C'est la place du Tertre au sommet de Paname. Les maisons d'alentour ont des airs nonchalants. Sur les bancs vermoulus à l'ombre des platanes, d'adorables vieillards rêvent du bon vieux temps. Parfois des amoureux, sans troubler le silence de la petite place où tout dort maintenant, parlent de l'avenir d'un ton de confidence. Et les oiseaux du ciel volent plus doucement. Mais l'on y pense encore d'Aquitaine en Alsace, à Genève au Brésil, à New York ou ailleurs, on dit... Te souviens-tu de la petite place où par un soir d'été naquit notre bonheur? Et quand la nuit descend, baignant la capitale, à 2 pas du bon Dieu, loin du monde et du bruit, tout Montmartre s'endort en rêvant aux étoiles, sur la place du Tertre, au sommet de Paris. Regardez bien, hein, qu'elle est mignonne, elle est jolie. Eh bien, cet enfant, nous avons la chance en France de l'avoir accaparée, puisqu'elle s'est naturalisée française, elle est d'origine italienne, et elle s'est naturalisée française, maintenant vous êtes française. Oui. Alors, on a une jolie femme de plus en France. Vous chantez au Casino de Paris au Sex Appeal, oui. C'est ça? Ne prenez pas ce temps malheureux. Parlez un petit peu. Il y a combien de temps que vous faites cette revue? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Parlez fort, vous m'avez dit que vous aviez peur de chanter devant la télévision. C'est la première fois que vous faites de la télévision? Oui. Alors, dites bien votre nom. Elle s'appelle Lydia Manuguera. Mais dites-le vous pour vous donner un peu de confiance. Parlez fort. Lydia Manuguera. Lydia Manuguera. Et alors, au Sex Appeal, quel genre de chansons vous chantez? Les mêmes qu'au casino ou non? Non, pas du tout pareil. Au Sex Appeal, je fais un tour de chant.
Et au casino, je chante des chansons de revue. Oui, et quand des chansons de revue, on n'a pas le droit de les chanter en dehors. Et les tableaux. Dans Avec, des tableaux. avec des belles grandes robes lourdes, non? Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Celle-là est un peu plus courte et un peu plus légère, ce qui est beaucoup plus agréable par ces temps de chaleur. Eh bien, vous allez être un amour, vous allez venir nous chanter cette chanson. Je ne sais pas laquelle, mais vous allez nous le dire. Condannami. Ah ben c'est en italien alors. Oui, oui. Bon. Condannami a morir d'amor, vivendo eternamente con te. Non devi separarti mai più da me. Condannami a soffrire perché gelosa d'ogni bacio sarò. Son troppo innamorata di te, ormai lo so. Non ti volevo amare e per dimenticare tentavo di lasciarti. Ma invece sono qui e invoco i baci tuoi, con te volevo amarti. Condannami a morire d'amor, vivendo eternamente con te. Non devi separarti mai più da me. Sono tornata, anima e cor sol con te sarò. E guardami, ascoltami e credimi, no, non mentirò. E condannami a morire d'amor, vivendo eternamente con te. Non devi separarti mai più da me. Non devi separarti mai più da Faites un sourire parce que vous avez eu en main Elle est tout à fait charmante et je suis sûr qu'elle fera une carrière car elle est à la fois jolie et elle chante bien. Et bravo à Henri Barnat qui l'a découverte. Maintenant alors, voici, nous avons reçu l'autre jour déjà, il y a quelques semaines, monsieur Jean-Daniel Charron, qui est un personnage extrêmement curieux car il est d'origine française, comme son l'indique, il est même né en France. Il a fait la guerre en tant que Français, il est français pur 100%. Et puis il est devenu américain parce qu'il est professeur de langue romane aux États-Unis. Vous apprenez le français, pour apprendre le français et les autres langues romanes. Surtout le français. Je suis professeur de français et de littérature. Aux États-Unis, et pour ça, et vous êtes devenu américain. Je suis citoyen américain. Vous deviendrez un jour, disait Angèle français pour apprendre l'américain au français. Ce sera une occasion. Pour l'instant, vous êtes. Comment marche l'enseignement des langues aux États-Unis? Comment ça fonctionne-t-il? Depuis 5 ans, on fait un grand effort aux États-Unis pour réformer l'enseignement des langues. La Modern Language Association a travaillé là-dessus et a fourni assez de fonds pour faire une enquête. On a finalement découvert aux États-Unis ce qu'on sait depuis longtemps en France, c'est que les Américains ne parlent pas de langues étrangères. Et alors on essaye de leur enseigner les langues d'une façon différente. On commence avec une méthode orale. C'est ça. On leur enseigne pas ça comme le latin. On leur enseigne comme une langue vivante. Comme une langue vivante. Et c'est essentiellement le point qu'on essaye de faire. Il faut que la langue soit vivante. Il faut qu'ils puissent répondre à des questions et qu'ils puissent parler la langue et la comprendre avant de commencer à l'écrire. C'est pas le départ de la méthode Berlitz, ça. C'est ça. Ça commence un peu comme la méthode Berlitz, mais évidemment, on commence à écrire beaucoup plus tôt et on commence la grammaire au bout de 5 semaines ou 6 semaines. Ça, oui. Et alors, est-ce que vous avez des résultats avec ce moyen-là? Eh bien, j'ai envoyé en France des étudiants sur la Fulbright, n'est-ce pas, des bourses Fulbright, qui au bout de 2 ans parlaient français presque couramment, ou même couramment, nous pourrions dire, et qui se débrouillaient très bien en France, prenant des cours à l'Université de Paris ou à Dijon. Plusieurs sont allés à Dijon ou à Poitiers.
Remarquez qu'il y a tout de même beaucoup d'Américains qui parlent français, mais pas dans la moyenne. Pas dans la moyenne. L'Américain de lycée, jusqu'à maintenant, ne devait pas prendre des langues étrangères pour sortir du lycée. Ce qu'on appelle de la high school. N'est-ce pas? Non, il n'en prenait aucune. Ce n'était pas requis. Mais maintenant, toutes les universités américaines demandent qu'on ait au moins deux années de langue vivante avant d'entrer à l'université. Le baccalauréat exige dans tous les cas au moins une langue vivante. C'est ça. Même le baccalauréat de A, latin-grec, exige une langue vivante. Une langue vivante, oui. Qui me souviennent. C'est des années lointaines où j'ai passé mon bachon. Ceci dit, il se trouve que M. Charron, qui est professeur américain, est l'arrière-petit-neveu de Pierre Charron. Et il a fait une thèse, naturellement, comment faire autrement, sur cet illustre ancêtre, qui, on le sait, était un moine. C'est un moine. Non, c'est un chanoine. Un chanoine. Il appartenait à un chanoine écolâtre et théologal à Bordeaux, à Condom, à Cahors et à plusieurs villes du Sud-Ouest. Il a connu Montaigne. On dit qu'il est disciple de Montaigne, et j'ai prouvé ici qu'il n'était pas disciple de Montaigne, mais qu'il n'était pas un plagiaire de Montaigne. Il a connu Montaigne. Bordeaux, il a été un grand ami de Montaigne, essentiellement, je crois, après la mort de la Boétie. Après la mort de la Boétie, oui. Et alors, mais sa philosophie, sa pensée est assez éloignée de celle de Montaigne. C'est différent. La sagesse de Charron est un outil. C'est pour apprendre à l'homme à se conduire. Ça a suivi les guerres de religion et toutes ces choses affreuses qui sont passées en France à la deuxième moitié du XVIe siècle. Et Pierre Charron a voulu que le français se rende compte de son humanité et de son héritage ancien et de se servir de cela pour s'entendre les uns avec les autres, n'est-ce pas? Il avait une mission à caractère pacificateur entre les querelles religieuses. Et alors, à cause de cela, on l'accusait de libertinage, alors que je suis sûr qu'il n'essayait pas du tout de promulguer le libertinage, puisqu'il y a beaucoup de pages où, tout au contraire, il s'inscrit très fortement contre les libertins et le mouvement libertin. Il y a un livre qui s'appelle De la sagesse, alors. Eh bien, j'espère, mon cher Charron, que vous aurez l'occasion de traduire, je ne dis pas de le faire traduire, mais de traduire vous-même le livre que vous avez consacré à la vie et à l'œuvre de Pierre Charron, car ce livre est écrit en anglais. Ils m'ont forcé à faire ça. Un jour, une traduction française nous en viendra et que nous pourrons mieux connaître votre ancêtre, votre grand-oncle, grâce à vous. Et maintenant, si vous permettez, nous allons voir l'ami d'Astor et l'ami du Volonne, car le Châtelet est toujours debout, comme le Vaudor. Naturellement. Et nous étions venus il y a un mois. Rose de Noël va bien. Nous reprenions, oui, en effet, maintenant ça va très très bien. Ah bah vous avez repris à la fin juillet maintenant. Oui, c'est la grande saison des touristes encore. Exactement, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de provinciaux, naturellement. Oui. Et même des Parisiens, il y en a encore. Il y en a qui reviennent. Qui reviennent et qui n'avaient encore pas vu Rose de Noël. Alors, il y en a qui ne sont pas encore partis, il y en a qui ne partent pas du tout, quelques-uns. Il y en a, hélas, pour eux. Il y en a qui préfèrent prendre leurs vacances à Paris parce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a qui les prennent en hiver. Aussi. Alors, du Volonne, ils sont fidèles, oui. Est-ce qu'on respecte pendant 1000 représentations le rythme, les traditions, oui. Il est sévère, lui. Oui. Ah, mais il faut qu'il le soit. Sur le plateau, il y a un régisseur sévère aussi. Aussi, et puis je dois dire que personne ne cherche à faire trop de traditions. Non. Un bon esprit. On respecte l'ouvrage de bout en bout. Exact. Il fallait le dire parce que c'est assez important. Puisque nous tenons ici André Lassari, nous allons lui demander d'attendre quelques instants, car, cher Nouvel, voulez-vous nous présenter le sympathique quatuor qui est là-bas en face? Eh bien, le quatuor qui est en face là-bas, c'est le quatuor comique. Le quatuor comique avec Henri Chanaron, avec Henri Bedex, avec Serge Klein et Franz Dietschi. Voilà. Franz Dietschi qui fait le maire de Lausanne. Oui. Henri Chanaron qui a pris ma place, qui fait le gouverneur à ma place. Et puis Henri Bedex qui est l'ordonnance du colonel. Le gouverneur, c'est ton camarade. C'est mon camarade Henri Chanaron, celui qui est mon secrétaire et qui a pris ma place. À la place parce que je n'étais pas arrivé. Voilà. Et Serge Klein qui fait le gardien du château hanté. Château hanté. Oui. Alors là, il y a des ennuis. Là. Alors là, ils ont quelques ennuis. Eh bien, nous allons demander à notre ami Nouvelonne d'aller au piano. Et à ce moment-là, ce charmant quatuor va nous chanter un numéro. Après toi, André, puisque nous te tenons, nous allons te demander de nous chanter une chanson. Laquelle chanteras-tu après? Je chanterai la chanson de Zigane. La chanson de Zigane. Et aussi, rappelons-le, Rose de Noël de Franz Léard au Châtelet. Voici le quatuor alors. Quatuor comique. Monsieur, à vous. Soyez comique. Dans ce vieux château hanté, si l'on a comme invité des squelettes effrontés, ça va manquer de gaieté. J'ai peur des chauves-souris, mais si au pied de mon lit,
un crâne chauve-souris. Ah, j'en mourrais d'apoplexie. Oh, Tous les squelettes du monde ont un sourire charmant, mais celui de la Joconde a beaucoup plus d'agrément. Votre inquiétude nous navre, mais tout se passera bien. Tant pis si c'est mon cadavre que vous réveillez demain. Idiot. Oui. Dans ce vieux château hanté par des spectres fréquentés, nous passerons aujourd'hui une bien belle nuit. Dans ce vieux château hanté par des spectres fréquentés, nous passerons aujourd'hui tout seigneur, tout honneur, nous finissons en beauté avec André Dassary, la vedette de ce spectacle du Châtelet. Alors avec l'air de la chanson de Zigane, oui. Déjà. Déjà sous le vent d'automne, là-bas la forêt frissonne. Le ciel est gris et l'hirondelle a fui. Le jour s'éteint, la nuit revient, le violon d'un bohémien chante avec plus de douceur la nostalgie d'un beau soir qui meurt. Les dernières fleurs vont se faner, les dernières feuilles vont tomber, puis un manteau blanc presqu'irel au temps de Noël descendra du ciel. Et quand le printemps refleurira, sous le gai soleil tout renaîtra. Mais dans mon cœur, il n'est à présent plus le printemps. Déjà sous le vent d'automne, là-bas sur ma tristesse et mon chagrin chante Tigane un gai refrain, chante malgré ma douleur pour que j'oublie mon amour qui meurt. Chante pour moi, pleure pour moi, violon. Je veux oublier ma Télé Paris d'aujourd'hui, l'émission de Roger Ferral et Jacques Chaban avec Jacques Angelvin, Gérard Broca au piano, François Babot.
Réalisation Jean-Paul Sassy, Téléparis, qui vous donne rendez-vous samedi. La dernière émission de la série Vacances. Samedi prochain, à 12h30. Merci.